Au sommaire de ce journal, devant un parterre de chefs d'État et de gouvernement, des représentants de la communauté internationale et les autorités maliennes ont signé un accord de paix, sauf qu'il manquait la coalition des mouvements de l'Azawad, principaux groupes de la rébellion. Le bâtiment central du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, officiellement ouvert depuis hier, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé à l'ouverture du réceptif hôtelier. Il était fermé depuis août 2009 pour travaux de rénovation. Le CEPE ouvre le calendrier des examens à grand tirage le 26 mai et la proclamation des résultats du baccalauréat le referme le 20 juillet. La ministre de l'Éducation nationale appelle les acteurs du secteur à se mobiliser pour la réussite de ces examens de fin d'année. Samedi 16 mai, bonjour et bienvenue dans ce 13h sur RTI 1. Il était à Bamako, au Mali, sur invitation de son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier en fin de journée. Il a pris part sur place à Bamako à la cérémonie de signature de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali, appelé accord d'Alger. Des représentants du gouvernement malien, de mouvements armés et de la médiation internationale ont donc signé hier vendredi l'accord de paix conclu à Alger. Les principaux groupes de la rébellion à dominante touareg ont cependant brillé par leur absence. Awa Touré. La paix au Mali, une nouvelle phase du processus enclenché ce vendredi 15 mai pour amener la paix au nord du Mali, qui a connu plusieurs crises depuis 1960, avant d'être occupé par des groupes islamistes armés en 2012, jusqu'au lancement de l'opération militaire française Serval en 2013. Le président de la République Alassane Ouattara, qui s'est fortement investi dans la résolution de cette dernière crise, alors qu'il était président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, a tenu à être témoin de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Accord issu des pourparlers d'Alger et paraphé le 1er mars 2015 par toutes les parties. Plusieurs présidents africains ont pris part à cette cérémonie. La communauté internationale, qui a beaucoup travaillé au retour de la paix, a salué la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Les signataires, le gouvernement malien, la plateforme des mouvements armés républicains, 2 des 5 groupes armés de la coordination des mouvements de l'Azawad, les pays et les organisations régionales et internationales membres de la médiation conduite par l'Algérie se sont engagés à une meilleure mise en œuvre de cet accord, afin de mettre fin aux souffrances des populations. Et le représentant des notabilités du nord du Mali est venu apporter le soutien de ces populations à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. En tant que représentant légitime des populations des régions du nord du Mali, nous réitérons publiquement notre totale adhésion au présent accord de paix et invitons le gouvernement du Mali, les mouvements armés de bonne foi, ainsi que la communauté internationale à diligenter la mise en œuvre de l'accord dans l'intérêt supérieur de la nation malienne républicaine, laïque, une et indivisible. Vive la paix pour que vive le Mali. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est pour sa part félicité de la signature de cet accord de paix. Pour lui, la paix au Mali, c'est la paix en Afrique. Nous souhaitons tous la paix pour la République du Mali. C'est un pays frère, un peuple ami. Et la signature de cet accord est un bon début. Il faut maintenant la mise en œuvre pour que nous soyons tous rassurés et nous souhaitons beaucoup de chance au peuple malien. Au terme de cette journée historique et riche en émotions, le président de la République Alassane Ouattara et sa délégation ont quitté Bamako dans la soirée pour Abidjan. Abidjan, c'est la fin des travaux de rénovation du Sofitel Hôtel Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé hier à l'ouverture officielle du bâtiment central. Le réceptif hôtelier avait été fermé en août 2009 pour travaux. Christelle Ménan.
Annoncé il y a quelques mois, l'ouverture du bâtiment principal de l'Hôtel Ivoire ou Sofitel Hôtel Ivoire est désormais effective. L'unique 5 étoiles de la place peut enfin offrir tous les services requis par son rang. 217 chambres, appartements et suites qui pourront à nouveau accueillir chefs d'État, distingués souverains et personnalités de passage à Abidjan. Nous sommes fiers aussi d'accompagner le gouvernement dans sa politique d'émergence en nous aussi mettant à la disposition de tous les visiteurs de notre pays des produits de qualité, un service de haut niveau pour accompagner le gouvernement. L'inauguration ce 15 mai de cette fierté ivoirienne présidée par le Premier ministre en l'absence du président de la République a réuni membres du gouvernement, personnalités et nostalgiques du casino, de la patinoire ou de la piscine. Moi je terminais au lycée d'Abidjan et avant c'était un espace ici où on venait nager, passez-moi le terme, vous voyez. Donc de voir un peu ce bâtiment à nouveau ressuscité, c'est une excellente chose. Nous sommes vraiment heureux de cela. Je pense qu'Abidjan va devenir vraiment à nouveau le centre ouest-africain en matière de tourisme, et en matière de congrès, et en matière donc de loisirs. Conduite par le ministère du Tourisme, la Société des Palaces de Cocody, le groupe Accor Sofitel et le groupe Pierre Fakouri Opérator, les réhabilitations du Sofitel Hôtel Ivoire le hissent plus qu'hier en carrefour ouest-africain de luxe et de raffinement. Le Sofitel Hôtel Ivoire réaffirme son rôle de leader dans le dispositif hôtelier ivoirien. 52 ans plus tard, la vision prospective du vieux continue de convaincre. Le mythique village ivoire demeure le symbole de son ambition d'une Côte d'Ivoire forte, moderne et rayonnante. Il a lui aussi rouvert ses portes, le centre de néonatologie du CHU de la commune de Yopougon. La structure fermée depuis 1 an pour réhabilitation vient d'être inaugurée par la première dame de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara a visité les salles de soins entièrement neuves et équipées de matériel de pointe. Vijanaïma. En attendant le déménagement complet de tous les malades du CHU de Yopougon afin de pouvoir effectuer les travaux de réhabilitation de tout ce centre hospitalier tel que souhaité par le gouvernement, car après plusieurs décennies sans restauration, cet hôpital est aujourd'hui dans un état de dégradation. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida apparaît pour l'heure au plus pressé en entreprenant des travaux de réhabilitation du service de néonatologie et son rééquipement. Une entreprise à laquelle la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à travers sa fondation Children of Africa, a apporté son concours en faisant don de matériel médical neuf pour une valeur de 100 millions de francs. Pour l'inauguration du service de néonatologie entièrement rénové et rééquipé, la première dame a visité les salles de soins intensifs pour prématurés, entièrement équipées d'incubateurs neufs. La salle de médecine néonatale, la salle d'hospitalisation médicale, toutes ces salles maintenant équipées de matériel performant et entièrement neuf. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymonde Doudou Kofi, qui a initié ces travaux de réhabilitation financés sur fonds du ministère de la Santé, a remercié chaleureusement la première dame pour son important soutien à cette rénovation. En reconnaissance, a-t-elle annoncé, le service de néonatologie porte désormais le nom de service de néonatologie Dominique Ouattara. Madame la Première Dame, ce sont en définitive vos dons en équipement, au nombre desquels 6 couveuses de thérapie intensive pour nouveau-nés, 1 respirateur pédiatrique et humidificateur et 4 lampes de phytothérapie qui ont permis la réouverture du bloc de gynéco-obstétrique et du service de néonatologie. Nous sommes donc, Madame la Première Dame, extrêmement fiers aujourd'hui de montrer à la nation ces 2 services qui n'ont rien à envier à ceux des pays les plus développés. Et c'est ainsi que d'un commun accord, avec tous mes collaborateurs et avec tous les responsables du CHU de Yopougon, nous avons proposé que le service de néonatologie du CHU de Yopougon porte désormais votre illustre nom, Dominique Ouattara. Afin que toutes les mamans, tous les nouveau-nés, tous les bébés qui vont bien sûr grandir et qui vont passer par ces services se souviennent d'une grande dame au grand cœur et qui est venue à notre secours et qui a permis aujourd'hui la restauration de ces services.
La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida n'a pas omis d'adresser ses remerciements à l'UNFP et au PPU pour leur contribution à cette réhabilitation. Sans oublier la ministre de l'Éducation nationale, Candia Camara, qui a fait un don de 200 000 francs pour soutenir le service de néonatologie. Au nombre des soutiens, il y a aussi celui de l'ambassade de la Fédération de Russie qui a offert un lot de matériel médical de thérapie intensive pour nouveau-nés. Un geste apprécié à sa juste valeur par la Première Dame qui a également félicité la ministre de la Santé pour cette initiative de réhabilitation du centre de néonatologie. Vous savez, Madame la ministre m'avait vue et m'avait dit « Nous avons un problème au CHU de Yopougon. Les nouveau-nés qui naissent avec de l'avance, les prématurés, n'ont pas d'appareil. Et systématiquement, ils décèdent. Madame la présidente de la Fondation, est-ce que vous pourriez nous aider avec ça ?» J'ai dit, bon, je vais regarder, je vais voir. Et j'en ai parlé à des amis autour de moi en demandant est-ce qu'on pouvait avoir des appareils. Et notamment à un ami de la Fondation, M. Laurent Taïeb, qui m'a mis en rapport avec l'ambassade de Russie et ils ont immédiatement répondu présent. Donc vraiment, je voudrais leur rendre hommage aujourd'hui. Je suis donc très heureuse de la réhabilitation du service de néonatologie du CHU de Yopougon, qui apporte ainsi une réponse pertinente à cette problématique. Aussi, au nom de la Fondation Children of Africa, je suis heureuse de remettre aujourd'hui ce don d'équipement composé de 6 couveuses de thérapie intensive pour les nouveau-nés, dotées de moniteurs de surveillance, 4 lampes de photothérapie avec support, un appareil chauffant et un ventilateur avec humidificateur. C'est du matériel entièrement neuf et qui est extrêmement pointu. La Première Dame de Côte d'Ivoire a également visité le centre de traitement ambulatoire pédiatrique du VIH-Sida, comprenant une unité de nutrition et une salle d'éveil qui ont reçu de la Première Dame des dons en vivres et matériels pour une valeur de 5 millions de francs, plus 3 millions de francs en espèces pour le personnel médical administratif et paramédical. Après une fermeture d'1 année pour cause de réhabilitation, le service de néonatologie du CHU de Yopougon, désormais remis à neuf, fonctionne pour le plus grand bien des populations. Chaque famille, un tensiomètre, tous pour l'autosurveillance de la tension artérielle. C'est le thème choisi par la Côte d'Ivoire pour la Journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle. Elle est célébrée tous les 14 mai. Serge Coléa. La Journée mondiale de l'hypertension artérielle, célébrée officiellement le 14 mai à Dimokro et dans toutes les villes de la région sanitaire de Nzi-Yinfou, a été l'occasion pour le Programme national de prévention des maladies non transmissibles de mener des séances de dépistage. J'ai remarqué que ma tension est un peu trop. 19, là tu vois le poids, il fait déjà 127, c'est quand même trop. J'ai pris ma tension, j'ai fait 16,9. Je vois que c'est un peu monté. Des conseils pratiques ont également été donnés pour aider les uns et les autres à avoir une meilleure hygiène de vie. Le sport et les activités physiques, il faut les faire, manger moins de sel, moins gras, prendre des fruits au repas, pas d'alcool, pas de tabac. Des séances de fitness de masse ou de marche sportive vont marquer ces journées de l'hypertension artérielle. Dans le monde entier, 63% des décès qui surviennent sont dus aux maladies chroniques non transmissibles telles que l'hypertension artérielle, le diabète, les cancers, les maladies respiratoires chroniques, les crises cardiaques et les AVC. Cela veut dire qu'en réalité, on meurt plus dans le monde de maladies chroniques que de maladies infectieuses. Dans notre pays, à peu près 33% des décès qui surviennent sont dus à ces maladies chroniques non transmissibles. Il y a nécessité donc à accentuer la prévention et raison pour laquelle, à l'occasion de ces journées-là, nous multiplions ce type d'intervention et de dépistage conseil à l'intention de la population générale. Chaque famille, un tensiomètre, tous pour l'autosurveillance de la tension artérielle. C'est le thème de la Journée mondiale de l'hypertension artérielle. Quittons les hôpitaux pour les salles de classe. Les examens à grand tirage démarrent le 26 mai prochain avec le CEPE et prennent fin le 20 juillet avec la proclamation des résultats du baccalauréat. La ministre de l'Éducation nationale a appelé tous les acteurs du secteur à la mobilisation pour la réussite de ces examens de fin d'année. Moussa Konaté.
Top départ pour les examens à grand tirage session 2015. Après une année scolaire de dur labeur, le moment est venu de tester les connaissances des élèves. La ministre Kandia Camara appelle alors à la mobilisation de toute la communauté éducative pour la bonne tenue de ces examens. Mes chers collaborateurs, une école tient d'abord par la crédibilité que lui confère son système d'évaluation. Pour les enseignants et les apprenants, c'est l'occasion d'éprouver le contrat pédagogique. C'est un rendez-vous crucial. Nous entamons donc ce jour une étape décisive de notre année scolaire. Pendant cette période, nous devons avoir à l'esprit une exigence à laquelle je tiens par-dessus tout, le professionnalisme. Agir ensemble pour des examens de qualité et une école performante. Thème de cette cérémonie de lancement des examens, ponctuée de séances d'explication sur la conduite à tenir lors des échéances. On se met au travail, que l'examen est bientôt, l'examen approche, il faudrait que nous soyons vraiment concentrés durant ces 1 mois. Chaque examen apporte ses réalités, donc il faut rester vigilant, c'est le maître mot, et aussi appliquer les consignes à la lettre. Pour permettre aux responsables et administrateurs de mieux superviser ces examens, 26 véhicules de type 4x4 ainsi que du matériel informatique sont offerts. Les examens nous demandent, sinon nous obligent, des déplacements à tout moment. Et il faut avoir un moyen pour se déplacer. Et généralement, ces jours-là, c'est souvent la saison des pluies et c'est ce jour-là qu'il pleut abondamment. Les tout petits du CPE et de l'entrée en 6e ouvriront le bal le 26 mai. Suivront le BEPC et le test d'orientation en seconde du 2 au 5 juin, les épreuves orales d'anglais et les écrits du 8 au 12 juin. Et pour terminer, les épreuves orales et pratiques du baccalauréat toute série se tiendront du 16 au 26 juin et les écrits du 29 au 3 juillet 2015. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a visité le centre d'enfouissement technique d'Akeikwa, c'est dans la commune de Brofo-Doumé. Il est allé se rendre compte de la reprise des travaux interrompus depuis 2005. Gabriel Zani. La Côte d'Ivoire renoue avec l'espérance concernant la gestion intégrée et moderne de la collecte, du traitement et de la décharge des ordures. Après 10 années d'interruption, les travaux du centre d'enfouissement technique, CET, qui doit prendre le relais de la décharge d'Akudo, ont repris. C'est l'un des sites déjà prévus et nous sommes donc venus voir l'avancée des travaux. L'objectif du gouvernement est de faire en sorte qu'il y ait de nouveaux sites qui soient aux normes, de telle sorte qu'on puisse non seulement fermer Akudo, mais le réhabiliter et rendre donc ce site-là viable, rendre ce site-là sain. Et tout ça est possible techniquement et scientifiquement. Il n'y aura plus de dépôts sauvages, il n'y aura plus d'élimination non contrôlée des déchets, mais bien au contraire, il y aura des sites, comme cela se fait partout ailleurs, autour desquels les populations peuvent vivre en toute quiétude, sans être inquiétées pour leur santé. La réalisation de ce projet n'est plus qu'une question de mois. Le temps de la signature des conventions entre le promoteur et l'État, de la finalisation des discussions avec les populations riveraines. Et surtout le temps de la construction d'autres infrastructures, en plus du centre d'incinération déjà prêt. Hors saison des pluies, pour être opérationnel, on a environ 8 mois et demi de travaux. Le gouvernement préoccupé, l'opérateur prêt pour reprendre les travaux du centre et avec l'adhésion des populations, le temps de dire adieu à la décharge d'Akudo n'est plus loin. Le ministère de l'Environnement met en place un projet de conservation des ressources animales naturelles de la Côte d'Ivoire. Il est principalement question d'œuvrer à la sauvegarde des parcs et réserves et de l'écosystème fortement menacés par les actions des populations. Herman Niamia. La conservation des ressources naturelles de la Côte d'Ivoire au centre d'une rencontre au ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Il s'agit, à travers cette rencontre, de mettre toutes les parties prenantes du projet Corena, entendez conservation des ressources naturelles de Côte d'Ivoire, au même niveau d'information. Le projet Corena vise, entre autres, à renforcer les capacités de suivi, de gestion et de préservation des ressources naturelles. De façon spécifique, il vise, entre autres, à restaurer l'autorité de l'État dans les forêts classées et les aires protégées et à améliorer le suivi, la gestion et la protection des écosystèmes à l'aide d'outils performants.
Toutes les activités de braconnage qui sont interdites doivent être donc respectées par les populations et ne doivent pas s'adonner à cela. Et le projet vise à les sensibiliser. Le projet vise également à promouvoir l'écotourisme. Le projet Corena fait partie des projets retenus dans le cadre des activités de la première phase du contrat de désendettement et de développement CDD 2012-2015. La population attend beaucoup du CDD et nous espérons que les résultats qui démarrent à partir de 2015 vont véritablement rencontrer leur satisfaction parce qu'ils sont les bénéficiaires prioritaires des fonds du CDD. D'un coût global de 10,8 milliards de francs CFA, le projet Corena est exécuté d'une part par le ministère des Eaux et Forêts pour la composante gestion durable des forêts classées et appui institutionnel et d'autre part par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable à travers les composantes appui institutionnel, mise en place de la stratégie de protection des ressources naturelles et renforcement de la gestion des parcs nationaux et réserves naturelles. Le Conseil du coton et de l'ANACAD fait un bilan à mi-parcours de la fin de la campagne de commercialisation en 2015. Un bilan jugé positif par les acteurs de la filière. Les productions annuelles prévues en début de campagne sont déjà presque atteintes. Kwadio Kwame. Pour une production annuelle de 430 000 tonnes, plus de 420 000 tonnes de coton sont déjà collectées. Pour l'ANACAD, sur une prévision de 600 000 tonnes, 505 000 tonnes ont déjà été commercialisées. C'est le bilan à mi-parcours de la campagne 2015 de la commercialisation du coton et de l'ANACAD. Bilan jugé positif par le Conseil du coton et de l'ANACAD. Pour un prix indicatif de 275 francs, le prix Borchamp est monté à 550 francs, voire 700 francs CFA. Le coton, quant à lui, enregistre une hausse de production de plus de 500 tonnes. Le directeur général du Conseil du coton et de l'ANACAD s'est félicité de la bonne santé de ces deux spéculations. Sanogo Balamine a également énuméré quelques défis à relever. Il s'agit de la transformation locale de l'ANACAD, de la qualité du coton et de l'ANACAD ivoirien. Pour les perspectives, il a annoncé l'informatisation des données pour une meilleure centralisation des données. Pour cette campagne, il a été créé un fonds de soutien pour garantir le prix d'achat aux producteurs. À la fin de ces 2 jours de travaux, 4 véhicules de type 4x4 et du matériel informatique ont été remis aux chefs d'antenne régionale de Katiola, Bondoukou, Seguila et Ferkissé-Dougou. Les régions du Béré, du Gontougou et du Yambol sont les meilleures régions productrices de l'ANACAD au titre de l'année 2015. Les Atchans, peuple du sud de la Côte d'Ivoire, reçoivent le président Alassane Ouattara le 18 mai prochain. Ils veulent proposer au chef de l'État d'intégrer l'organisation sociale traditionnelle Atchan, ce en qualité de membre de la génération Dougbo et de la catégorie Diéou. Le reportage de Gabriel Zani. Il est vrai qu'Alassane Ouattara est le président de la République, mais il est aussi vrai qu'étant à Abidjan, il se trouve sur la terre des chamans ou du peuple Atchan. Aujourd'hui, ils veulent recevoir le chef de l'État pour lui proposer d'intégrer la catégorie Diéou de la génération Dougba au pouvoir dans l'organisation sociale traditionnelle Atchan, mais aussi saluer l'illustre voisin du village d'Anono. La rencontre aura lieu le 18 mai au stade d'Anono à Cocody. Nous voulons le rencontrer. Les thèmes sont choisis, c'est le président de la République, c'est notre premier voisin. Il fait des tournées dans le pays, il faut qu'on l'encourage. Ensuite, le chef de l'État a dégagé 53 milliards pour aider les villages ébriés. Ce sera l'occasion de lui dire à haute intelligible voix, merci. Alassane Ouattara a choisi d'établir sa résidence officielle de chef d'État à la Riviera Golf, quartier voisin du village d'Anono, une marque de considération que les Atchans ne peuvent ignorer. Nous passons le message de la sensibilisation. Sensibilisation pour la mobilisation de tout le village. Tout est prévu. Nous sommes, comme on le dit, pratiquement fin prêt. Nous faisons des réunions périodiques pour nous rappeler ce que nous avons arrêté comme dispositif pour cet accueil-là. Tout est prêt pour la rencontre qui crée un rapprochement entre le chef de l'État et les chamans. C'est aussi une réaffirmation de l'attachement à la légalité constitutionnelle et aux institutions démocratiques. Le président chef d'État, nous nous sommes déplacés
à la présidence. Mais le président Alassane Ouattara a voulu se déplacer lui-même en personne pour se rendre dans un village à Tchan. Voilà. C'est un honneur pour nous. Nous, les Tchamans, nous devions quand même bénéficier des retombées de ces visites comme les autres populations en bénéficient. Accès à la santé, à l'éducation, à l'emploi, ajouter à cela la construction d'infrastructures routières d'envergure, le président de la République doit être félicité pour ses programmes de développement. Mais un livre blanc lui sera remis afin de prendre en compte les préoccupations du peuple hachant. À Dabakala, dans le centre de la Côte d'Ivoire, ce sont 2 villages qui viennent d'être connectés au réseau électrique national. Le député du département a saisi l'occasion de la cérémonie de mise sous tension pour inviter les cadres à participer au développement local. Kader Segodego. De 5% en 2010, le taux d'électrification villageoise dans le département de Dabakala est passé à 20% en 2015. Cela grâce au programme présidentiel d'urgence PPU. À travers le PPU, le président de la République, Alassane Ouattara, se fixe comme objectif d'électrifier tous les villages peuplés de 500 âmes. Namaounondougou, sous-préfecture de Bassawa, et la nouvelle sous-préfecture de Tendéné, Bambarasso, dans le département de Dabakala, viennent de bénéficier de l'électricité. La mise sous tension de ces 2 localités a donné lieu à des fêtes populaires. Les différents porte-paroles des populations ont témoigné leur reconnaissance au président de la République pour ses actions. Par un de ces fêtes de la lumière, le député de Dabakala a exhorté la population à profiter de l'électricité pour booster le développement local. L'honorable Koulibaly Aboubakari a invité les cadres à l'union. L'électricité change le mode de vie des citoyens. Sans électricité, vous ne pouvez pas prétendre même à créer de la valeur ajoutée par rapport aux productions agricoles. Désormais, les parents pourront installer ici des moulins. Désormais, ils pourront donc des petites unités industrielles. Les commodités de vie vont changer. Appel à l'ensemble des cadres de cette région pour qu'ils se mobilisent, pour que nous nous mobilisions au chevet de cette jeune sous-ouverture pour qu'elle puisse vivre. Le député de Dabakala a fait don de 10 tonnes de ciment pour les travaux de construction des locaux de la sous-préfecture. La pose de la première pierre de la sous-préfecture, la visite du centre de santé et du logement de la sage-femme ont mis fin à la cérémonie. La 3e édition du Festival des Arts et de la Culture Agni va se tenir les 27 et 28 août prochains dans la région du sud de Comoé. Les initiateurs de l'événement ont animé les premiers états généraux de leurs us et coutumes. Il s'agit pour eux de réfléchir sur l'avenir du patrimoine culturel Agni. Herman Niamia. Le son du tam-tam parleur pour annoncer l'arrivée de Nana Amondoufou V, roi du sans-vie. Une présence pleine de sens pour ce garant des us et coutumes du peuple Agni. Un peuple qui veut certes avoir la tête dans le modernisme mais les pieds toujours dans la tradition. Ces états généraux de la culture Agni qui se tiennent en prélude au Festival des Arts et de la Culture Agni, selon le commissaire général, visent à faire ressortir ces valeurs intrinsèques en vue de favoriser le développement local. C'est un peuple qui repose sur des valeurs, qui a une organisation sociétale qui peut servir. Nous sortons des crises et nous cherchons tout ce qui peut nous ramener vers la réconciliation nationale, la cohésion nationale. Et nous pensons que l'image de l'organisation sociétale Pays Agni peut nous servir. Les éléments de l'identité culturelle Agni, l'identité culturelle au service du développement local, tourisme culturel et valorisation du patrimoine régional sont les thèmes qui ont été débattus par les experts. L'objectif visé par ces états généraux et par le festival cadre avec les missions de l'UNESCO, selon le représentant résident du bureau de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. Nous nous battons tous pour le développement socio-économique de nos pays, mais il est important de savoir que sans un socle culturel solide, toute tentative de développement serait éphémère. Le Festival des Arts et de la Culture Agni Festi Agni se tiendra du 27 au 28 août 2015 dans la région du Sud Comoé. Ce sera l'occasion pour le peuple Agni de valoriser et de promouvoir son patrimoine culturel immatériel.
L'actualité en Afrique est marquée par le Burundi. Après l'annonce de la reddition et même l'arrestation de certains putschistes vendredi, les manifestations contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza ont repris dans différents quartiers de Bujumbura. Pas de gros rassemblements pour l'heure, mais des barricades un peu partout. La police et l'armée sont omniprésentes et la situation est plus que tendue. C'est tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à vous sur RTI 1.